Quand la vie au village de Cuy avançait lentement, comme la rivière qui coulait, les garçons grandissaient pour devenir fermiers, pêcheurs ou charpentiers comme leur père. Les filles, après l'école secondaire, se mariaient jeunes et fondaient des familles, cuisinant et s'occupant de leurs enfants. Les gens de Cuy ne connaissaient pas l'université. C'était comme un rêve dont ils n'avaient jamais entendu parler. Pour eux, l'éducation s'arrêtait après l'école secondaire et cela leur suffisait. Les parents étaient heureux tant que leurs enfants savaient lire et écrire. Ils n'en demandaient pas plus, car ils ne connaissaient rien d'autre. La vie au village était stable, comme le soleil qui se lève et se couche chaque jour. C'était ainsi depuis toujours, depuis des années. Mais quelque chose approchait, quelque chose qui allait bouleverser la vie paisible de Cuy. Un changement était dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Le village ne le savait pas encore, mais la vie ne serait plus jamais la même. Un jour ensoleillé, le village de Cuy s'anima d'excitation. De loin, un groupe d'étudiants de la ville arriva pour une excursion. Ils étaient venus avec de grands sourires, des vêtements élégants et des chaussures brillantes. Les villageois n'avaient jamais rien vu de tel. Les étudiants marchaient fièrement, tenant leurs livres d'une main et parlant de la vie en ville. Leurs mots semblaient être de la musique aux oreilles des villageois. « Regardez comment ils marchent !» chuchotaient les villageois. « Regardez comment ils parlent !» Les étudiants leur montrèrent beaucoup de choses étranges et intéressantes. Ils parlaient des grandes machines qu'ils utilisaient en ville, des machines capables de construire des maisons et de faciliter l'agriculture. Ils montrèrent aux villageois comment ils étudiaient avec l'aide de ces machines. Les yeux de tous étaient grands ouverts, remplis d'émerveillement. Le chef, debout avec son bâton de marche, n'en croyait pas ses yeux. Il regarda les étudiants et se dit « C'est ainsi que nos enfants devraient être ». Tout le village pensait la même chose. Pour la première fois, l'idée d'envoyer leurs enfants en ville pour l'université traversa leurs esprits. Les étudiants de la ville ne restèrent que peu de temps, mais ils laissèrent quelque chose derrière eux, l'espoir. Les villageois rêvaient désormais où les étudiants de la ville partagent leur savoir avec les villageois, suscitant émerveillement et curiosité. Leurs enfants iraient au-delà du village, au-delà de l'école secondaire, et viseraient quelque chose de plus grand. Ils voulaient que leurs enfants portent des vêtements élégants, marchent avec fierté et deviennent sages, tout comme ces étudiants de la ville. Mais quelque chose approchait, quelque chose qui allait bouleverser la vie paisible de Cuy. Un changement était dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Le village ne le savait pas encore, mais la vie ne serait plus jamais la même. Les villageois se rassemblèrent sous le grand arbre Iroko pour parler de ce nouveau rêve. Les hommes se frottaient le menton, les femmes chuchotaient entre elles, et les enfants écoutaient, les yeux écarquillés. Ils étaient tous d'accord. Un enfant devait aller en ville et apprendre les voies du monde. Mais qui serait-ce? Ils regardèrent autour d'eux, réfléchissant intensément. Puis quelqu'un prit la parole, mentionnant Faké, et les autres acquiescèrent, car tout le monde savait que Faké n'était pas une fille ordinaire. Sa beauté était comme le soleil après la pluie, brillante et pure. Elle était aussi intelligente, avec des yeux vifs qui remarquaient tout. Elle était gentille, aidant toujours sa mère, toujours en train de rire, faisant sourire les anciens. « Oui, Faké, dirent-ils, leur voix devenant plus forte. Elle sera celle qui rendra Cuy fier. » Alors, les villageois rassemblèrent leurs cadeaux pour le voyage de Faké. Les femmes emballèrent de la nourriture, des ignames séchés, du poivre moulu, un peu d'huile de palme. Les hommes mirent de côté le peu d'argent qu'ils avaient, chaque kobo qu'ils pouvaient épargner. Comme une rivière débordant d'amour, ils la couvrirent de bénédictions. Les vieilles femmes posèrent leurs mains sur sa tête, murmurant des paroles de force et de protection, emplissant son cœur de courage. « Va, Faké, lui dirent-elles, souviens-toi de nous, rends-nous fiers. » Avec un cœur rempli d'espoir et de rêves de tout le village, Faké quitta Cuy, tenant fermement son petit sac, l'esprit bourdonnant de pensées sur la ville. Tandis qu'elle s'éloignait, les villageois la regardaient, agitant les mains et essuyant des larmes de leurs yeux, l'envoyant avec tous leurs rêves reposant sur ses petites épaules. Quand Faké arriva en ville, c'était comme si elle était entrée dans un tout nouveau monde. Les bâtiments se dressaient hauts comme des arbres géants. Les voitures passaient comme des oiseaux, et les rues étaient pleines de gens,
chacun suivant son propre chemin et but. Les yeux de Faké étaient écarquillés de curiosité et son cœur battait d'excitation et de peur. L'école était un endroit étrange au début, mais Faké apprit vite. Elle étudiait avec ardeur, levant toujours la main, écoutant attentivement. Bientôt, ses professeurs remarquèrent son esprit vif et ses camarades de classe remarquèrent son sourire gentil. Elle n'était pas seulement une fille d'un village lointain, elle devint leur amie. Faké rencontra une fille nommée Toshi, qui devint sa meilleure amie. Toshi connaissait chaque recoin de la ville et montra à Faké le chemin. Elle lui apprit quel chemin emprunter, quels aliments manger et même comment éviter les nombreux dangers de la ville. Avec Toshi à ses côtés, Faké se sentait un peu plus à l'aise. Mais la vie en ville n'était pas facile. L'argent que le village de Faké lui envoyait était peu, juste assez pour acheter quelques petites choses. Certains jours, elle se couchait le ventre grondant, son esprit vagabondant vers Kui, où sa famille et le village avaient donné tout ce qu'ils pouvaient pour la soutenir. « Je ne dois pas les décevoir », murmurait Faké chaque nuit, s'accrochant à ce petit espoir que le village avait placé dans son cœur. Ainsi, elle poursuivait son chemin, jonglant entre les défis de la ville et les rêves de son village, son esprit aussi fort qu'un jeune arbre, se balançant mais inébranlable. Au début, Faké pensait que sa nouvelle école était remplie de visages bienveillants, comme celui de son ami Toshi, mais elle découvrit rapidement que tous les visages n'étaient pas souriants. Certains élèves, surtout ceux aux chaussures brillantes et aux vêtements chics, commencèrent à remarquer que Faké s'habillait différemment. Elle portait ses simples robes en tissu Ankara, chaque couture étant un rappel de son village, de sa famille, de son peuple. Pour elle, c'étaient des vêtements de fierté, mais pour eux, ils semblaient étranges et déplacés. Ils commencèrent à chuchoter en la voyant passer, leur voix aussi piquante que des épines. « Regardez-la » murmurait-il, « ce n'est qu'une fille de village. » Certaines filles riaient derrière elle, couvrant leur bouche avec leurs mains manucurées. « Elle ne sait donc pas comment s'habiller en ville ?» Chaque mot la piquait comme une piqûre d'abeille, petit mais douloureux. Faké tentait de garder la tête haute, d'ignorer leurs rires et leurs paroles blessantes. Elle marchait vite, espérant que la journée se terminerait bientôt, espérant que demain serait meilleur. Mais chaque jour, les chuchotements devenaient plus forts et les rires se transformaient en moqueries. Ils commencèrent à l'appeler « fille de village », comme si c'était son nom, chaque mot résonnant dans son esprit. Certains garçons la taquinaient aussi, se donnant des coups de coude et ricanant en la voyant dans ses vêtements simples. Ils lui bloquaient le passage, leurs yeux froids. « Retourne d'où tu viens », la raillait-il. « Tu n'as pas ta place ici. » Le cœur de Faké s'alourdissait et la solitude l'enveloppait comme une ombre qui refusait de la quitter. Mais Faké n'était pas étrangère aux épreuves. Elle serrait les poings, se rappelant le village qui avait placé sa confiance en elle, les gens qui l'avaient envoyée avec rien d'autre que de l'espoir. Pourtant, chaque jour, le poids devenait plus lourd, et Faké commençait à se demander si la ville finirait par briser son esprit. La lumière vive dans ses yeux s'éteignait, comme si les ombres de la ville l'engloutissaient peu à peu. Avec le temps, Faké ne put s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange chez son ami Toshi. Bien que la famille de Toshi n'ait pas beaucoup d'argent, elle semblait toujours avoir de nouvelles chaussures, des collations et les dernières robes à la mode. Pour Faké, qui comptait chaque pièce et peinait à s'acheter les choses les plus simples, cette situation suscitait des questions. Un après-midi, Faké regarda Toshi, sa curiosité finissant par déborder. « Toshi, demanda-t-elle doucement, comment fais-tu pour acheter toutes ces choses? D'où viens-tu cet argent ?» Toshi se contenta de rire, un petit rire léger, écartant la question d'un geste de la main. « Ah, Faké, ne t'en fais pas, répondit-elle en souriant, juste un petit travail par-ci par-là. Mais l'esprit de Faké ne pouvait pas se calmer. Elle observait Toshi lorsqu'elle disparaissait le soir, vêtue avec un peu plus de soin, les yeux brillants et mystérieux, et à chaque fois, la curiosité de Faké devenait plus vive, comme la lame d'un couteau. Faké essaya de demander à Toshi à nouveau, mais son ami écartait la question en riant, disant simplement « Un jour, tu comprendras, Faké ». Puis, elle changeait de sujet, laissant les questions de Faké sans réponse, encore et encore. Le mystère de l'activité de Toshi hantait Faké.
comme une ombre dans son esprit, la faisant se demander ce que la vie en ville pourrait lui exiger ensuite. Les jours se transformaient en semaines, et de temps en temps, Faké demandait encore, espérant que son ami finirait par révéler son secret. Mais chaque fois, Toshi riait, haussant les épaules, comme si c'était un mystère destiné à rester caché. « Profite simplement, Faké, disait-elle. Ne te préoccupe pas de la façon dont je gagne mon argent. » Mais Faké ne pouvait ignorer ce doute persistant au fond de son esprit. Il y avait une ombre, une allusion à quelque chose d'inconnu, et cette ombre commençait à grandir, s'étendant comme un nuage sombre. Que cachait Toshi? Comment parvenait-elle à vivre si confortablement alors que Faké luttait seule? Dans les moments de silence, alors qu'elle tentait de comprendre tout cela, la question la suivait comme un écho, un secret à moitié révélé qui flottait dans l'air. Elle ne pouvait se débarrasser de l'impression que ce n'était que le début de quelque chose qu'elle ne pouvait encore voir, quelque chose de caché au cœur de la ville. Le temps glissait comme du sable entre ses doigts, et la petite réserve d'argent de Faké s'épuisa rapidement. Les besoins de la ville étaient sans fin, et chaque jour, la faim la rongeait, rappelant sans cesse que le peu que son village envoyait n'était jamais suffisant. Son estomac grondait comme un animal agité, la douleur grandissant, tandis que son espoir s'estompait peu à peu. Le soir, elle s'asseyait seule dans sa petite chambre, une simple bougie éclairant ses lettres. « Mama, papa » écrivait-elle, ses mains tremblantes. « Les choses sont difficiles ici, je ne veux pas être un fardeau, mais la vie est si différente en ville. » Elle envoyait ses lettres dans l'espoir que ces mots apporteraient un peu plus d'aide. Mais Kui était un village pauvre. Ils envoyaient ce qu'ils pouvaient, de petits colis avec du poisson séché ou quelques pièces. Les lettres de sa mère étaient pleines d'amour et d'inquiétude, mais Faké savait que sa famille se privait pour la soutenir. Les jours se transformaient en de longues semaines de faim. Elle peinait à se concentrer en classe, son esprit dérivant comme de la fumée, trop faible pour maintenir ses pensées. Son estomac grondait pendant les leçons, chaque bruit résonnant comme un coup de tonnerre. Elle essayait de rester immobile, d'ignorer les rires de ses camarades de classe. Faké savait qu'elle ne pouvait pas décevoir le village, mais son esprit se brisait, lentement, morceau par morceau. Les nuits devenaient plus froides, la ville plus sombre, et le poids de ses épreuves la pressait comme une pierre invisible, lourde et implacable. Et au milieu de tout cela, le rire de Toshi résonnait dans son esprit, cet ami avec de l'argent facile, un secret caché et aucun souci. Le cœur de Faké se tordait, tiraillé entre la fierté et l'amertume de son impuissance. Un soir, alors qu'elle était allongée sur son matelas mince, le ventre vide et douloureux, elle atteignit un point de rupture. Elle ne pouvait plus ignorer la faim qui la tourmentait, un rappel constant de la dureté de la vie en ville. Le lendemain matin, avec des yeux fatigués et un cœur lourd de honte, elle trouva Toshi devant l'école. « Toshi, s'il te plaît, murmura-t-elle, la voix tremblante. « J'ai besoin de savoir. Laisse-moi travailler avec toi, quoi que ce soit. Je ne peux pas continuer comme ça. » Toshi la regarda d'un regard sérieux, son sourire s'effaçant en réalisant à quel point Faké était désespérée. « Faké, commença-t-elle lentement. « Es-tu sûr ? Ce n'est pas un travail comme les autres, c'est différent. » Mais les yeux de Faké étaient résolus, son besoin trop grand pour reculer maintenant. « Peu importe, » répondit-elle fermement, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Montre-moi, je n'ai pas le choix. » Après un long silence, Toshi finit par hocher la tête. Elle mena Faké dans un coin tranquille, où les lumières de la ville projetaient de faibles ombres. « Écoute, Faké, » dit-elle, « ce n'est pas quelque chose dont tu parles à qui que ce soit. C'est un moyen de gagner de l'argent rapidement, mais ce n'est pas ce que tu imagines. » Et là, à voix basse, Toshi révéla la vérité. Le cœur de Faké battit plus fort, son pouls s'accélérant en comprenant ce que son ami lui disait. Ce n'était pas le genre de travail auquel elle s'attendait. C'était quelque chose de dangereux, de trouble, quelque chose que les villageois n'approuveraient jamais. Mais Faké, épuisé par la faim et les difficultés, acquiesça sans dire un mot. « Je le ferai », murmura-t-elle, sa voix calme mais déterminée. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit un léger soulagement,
bien que teintée d'une ombre grandissante dans son cœur. Son chemin changeait, elle le sentait, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Cette nuit-là, Toshi apporta à Fake une robe qui scintillait comme les étoiles, une robe qui la faisait presque ressembler à une citadine. Toshi maquilla son visage avec des couleurs que Fake n'avait jamais portées auparavant, et quand elle se regarda dans le miroir, elle eut du mal à reconnaître la fille qui la fixait. « Tu es parfaite », dit Toshi avec un sourire rassurant mais distant. Fake suivit son ami jusqu'à un bar où les lumières étaient vives et la musique battait comme un cœur. L'air était chargé de rires et de bavardages, les inconnus passant de table en table. Toshi la guida à travers tout cela, lui montrant comment parler, comment rire, comment charmer. Fake, nerveuse mais déterminée, suivait chaque pas, chaque murmure des instructions de Toshi. Au fil de la nuit, Fake se retrouva assise avec un homme qui lui donna de l'argent, plus qu'elle n'en avait jamais tenu de sa vie. Elle avait passé du temps avec cet homme plus tôt, le satisfaisant dans une chambre. La pièce glissa dans sa paume comme un cadeau venu d'un autre monde. Le poids de cet argent la remplissait d'un sentiment étrange et nouveau. Elle était venue ici avec la faim au cœur, mais à présent, elle ressentait autre chose, une sensation proche de l'excitation. En quittant le bar cette nuit-là, les poches pleines, les lumières de la ville semblaient plus brillantes, ses soucis plus lointains. Elle dépensa sans compter, achetant de la nourriture et des douceurs dont elle n'avait rêvé que de goûter. Pendant un instant, elle oublia tout. Son village, ses promesses, l'espoir qu'elle avait porté. Tout ce qu'elle connaissait maintenant, c'était l'exaltation de sa nouvelle vie, un goût de liberté aussi doux que le miel. Fake avait franchi le seuil d'un monde éblouissant et dangereux, un monde qui la faisait se sentir vivante. Elle ne le savait pas encore, mais à chaque pas qu'elle faisait, elle laissait derrière elle l'or que le village de Kui lui avait confié avec tant d'espoir. Un matin tôt, Fake revint de la somptueuse maison d'un homme riche avec qui elle avait passé la nuit précédente. Son corps se sentait lourd, une profonde douleur s'installant dans ses os et sa peau semblait brûler. Elle écarta cela comme une simple maladie, juste de l'épuisement des nuits tardives, pensa-t-elle, et peut-être un peu de fièvre. Elle se glissa dans son lit, espérant que le repos soulagerait cette étrange faiblesse qui s'accrochait à elle comme une ombre. Mais lorsqu'elle se réveilla, la faiblesse était toujours là. Les jours passèrent, et elle se sentait de plus en plus fatiguée, son corps lui échappant peu à peu. Ses amis le remarquèrent aussi, et leurs rires se transformèrent en inquiétude. Elles lui apportèrent de la nourriture, des médicaments, tout ce qui pourrait l'aider, mais sa force continuait à s'échapper, comme de l'eau glissant entre ses doigts. Puis quelque chose d'encore plus étrange commença à se produire, son ventre se mit à enfler. Au début, elle pensa que ses yeux lui jouaient des tours, mais il devenait chaque jour plus rond, se durcissant comme une poterie d'argile. Ses bras et ses jambes, cependant, s'amincissaient, frêles comme des brindilles. Les autres filles murmuraient, leur visage pâle de peur. « On dirait le Gwoko », murmura l'une d'elles, secouant la tête. « Mais comment ? Elle mange plus que jamais. » Fake elle-même était effrayée. Elle touchait son ventre enflé, pressant doucement, comme pour essayer de comprendre ce changement étrange. Elle sentait ses os percer sa peau ailleurs, ses joues se creusant, ses yeux devenant grands et distants. Et pourtant, son ventre continuait à grossir, comme s'il contenait quelque chose de bien plus sombre que la faim. Ses amis firent tout ce qu'elles purent. Elles lui apportèrent des herbes spéciales et des remèdes qu'on disait capables de guérir presque tout. Elles veillaient sur elle, espérant chaque matin la voir se lever avec un sourire, sa force retrouvée. Mais quoi qu'elles essayassent, Fake ne faisait que s'affaiblir. Sa peau perdit son éclat, ses cheveux devinrent ternes, et ses yeux, autrefois lumineux, semblaient désormais lourds, chargés d'une ombre qu'aucun repos ne pouvait soulever. Les jours se transformèrent en semaines, et bientôt, ses amis épuisèrent tous les remèdes qu'elle connaissait. Les médecins de la ville secouèrent la tête, disant « Nous ne pouvons rien faire ». Et peu à peu, même ses amis commencèrent à s'éloigner, effrayés par ce qu'elle ne comprenait pas. Fake resta seule, sentant sa vie s'échapper, glissant de plus en plus loin, comme une rivière au-delà de sa portée. Désespérée et terrifiée, ses amis prirent une décision. « Nous devons la ramener au village.
murmurèrent-elles entre elles, acquiesçant avec détermination. Elles allaient en la ramener à Cuy, le village qui, autrefois, avait rempli son cœur de force et d'espoir. C'était le dernier endroit qui pourrait peut-être la sauver. Le seul endroit où une solution pouvait être trouvée. Alors, le cœur lourd, ses amis soulevèrent le corps frêle et amaigri de Faqué, le recouvrant d'une couverture, et prirent la route pour Cuy, espérant que son peuple comprendrait. Les amis de Faqué arrivèrent à Cuy par un matin gris et brumeux, l'apportant avec la délicatesse réservée à une poupée fragile. Les villageois, qui attendaient avec impatience son retour, se rassemblèrent, leurs visages remplis d'anticipation. Pendant des mois, ils avaient rêvé de ce jour, imaginant Faqué revenant comme un symbole de la fierté du village, une jeune femme transformée par la ville, peut-être même vêtue de vêtements étincelants comme les lumières de la ville. Mais ce qu'ils virent les laissa sans voix, leurs espoirs tombant comme des pierres. Faqué était à peine reconnaissable. Son visage autrefois radieux était pâle et creux, son corps frêle et maigre, comme si elle n'avait pas mangé depuis des semaines. Son ventre était enflé et rond, une parodie cruelle de la santé, et ses yeux avaient un regard terne et lointain, comme perdu dans une tempête invisible. La jeune fille vibrante qui était partie avec les espoirs du village semblait maintenant être un fantôme revenu d'un endroit sombre. Les amis de Faqué, évitant les regards interrogateurs des villageois, expliquèrent rapidement que Faqué était tombée malade, que la vie en ville avait pris un lourd tribut, et qu'elle ne savait plus quoi faire d'autre que de la ramener chez elle. Elles n'offrirent pas plus de détails, même pas sur la vie qu'elle lui avait fait découvrir, chaque mot étant lourd et coupé. Sans un dernier regard, elles s'éloignèrent rapidement, retournant vers le monde qu'elles connaissaient, abandonnant Cuy et le sort de Faqué derrière elles. Les villageois les regardaient partir, choqués et attristés, murmurant entre eux, la confusion et la tristesse se mêlant dans leurs voix. « Ce n'est pas Faqué !» murmura quelqu'un, peinant à croire ce qu'il voyait. Ses parents s'avancèrent, tremblants, et s'agenouillèrent auprès de sa frêle silhouette, les larmes aux yeux. Ils avaient envoyé une jeune fille forte, avec des rêves aussi vastes que le ciel, et maintenant, devant eux, se trouvait l'ombre de cet enfant, brisée, faible et silencieuse. Le village se rassembla autour d'elle en silence, chacun luttant contre son incrédulité et son chagrin. Faqué était allongé sur une natte tissée dans la place du village, entouré de visages familiers, chacun marqué par l'inquiétude. Son corps tremblant, elle regarda autour d'elle, voyant la chaleur et la tristesse dans les yeux des gens qui l'avaient envoyée en ville avec tant d'espoir. Avec des lèvres tremblantes, elle parla, sa voix n'étant qu'un murmure, mais portant le poids de 1000 regrets. « La vie en ville était difficile, » commença-t-elle, les yeux fixés au sol. « L'argent que vous m'envoyiez, ce n'était jamais assez. J'ai essayé de me débrouiller, mais la faim est devenue mon ombre constante. » Sa voix se brisa en continuant, chaque mot la blessant comme une lame. « J'ai rencontré une amie, Toshi, qui m'a montré une manière de survivre, mais c'était un chemin que je n'aurais jamais dû prendre. » Elle s'interrompit, la voix tremblante, son regard empli de remords. « J'ai oublié mon but. J'ai oublié ceux qui croyaient en moi. J'ai pris la mauvaise voie. » Sa confession remplissait l'air d'un silence lourd, chaque mot résonnant avec la tristesse des villageois qui l'entouraient, touchés par sa peine et leur propre déception. Les villageois écoutaient, leurs visages marqués par un mélange de tristesse et de compréhension. Des larmes coulaient doucement sur les joues de Faqué, chacune brillant comme des espoirs déchus. « Je vous ai tous déshonorés, » murmura-t-elle, « et j'ai apporté la honte à ma famille, à notre village. » Les anciens s'avancèrent, leurs visages sévères mais leurs yeux doux, empreints de la sagesse des années. Le plus âgé d'entre eux, l'aîné Na, posa une main bienveillante sur la tête de Faqué. Sa voix, profonde et calme, résonna tandis qu'il parlait. « Ce que tu endures maintenant, ce n'est pas seulement une maladie, Faqué. Ce n'est pas une simple faiblesse. Tu es avec un enfant, conçu hors du mariage. C'est la malédiction de notre tradition villageoise, une punition pour avoir brisé le lien sacré. » Les villageois murmurèrent doucement, hochant la tête en signe de compréhension. Le ventre enflé de Faqué, son corps affaibli, tout cela faisait partie de l'ancienne conséquence, une leçon bien connue de tous les garçons et filles élevés à Cuy. La tradition était claire.
Si une jeune femme perdait sa virginité ou tombait enceinte hors des liens du mariage, son corps en souffrirait, son esprit s'affaiblirait, rappelant ainsi l'honneur et les valeurs du village. Mais l'Enena poursuivit, sa voix posée et apaisante. Il existe un remède, Faké. Le village a déjà connu de telles douleurs, et nous savons comment guérir. Le chemin vers la santé ne sera pas facile, mais si tu es prête, tu pourras redevenir entière. Faké leva les yeux vers les anciens, ses yeux emplis d'espoir et de honte. Elle hocha la tête, reconnaissante pour cette chance de se racheter, pour la compréhension qu'elle voyait dans leurs yeux. Les villageois se rassemblèrent autour d'elle, leur cœur adouci par la compassion, prêts à l'aider à retrouver son chemin. L'herboriste du village s'approcha, murmurant des prières, tandis qu'il préparait des herbes et des potions, ses mains agissant avec la douceur qu'on accorde à une fleur délicate. Chaque jour, Faké recevrait les soins de son peuple, entouré de leurs prières et de leur dévouement, pour l'aider à retrouver la paix et la force qu'elle avait perdue. Ils appliquèrent des racines et des feuilles trempées dans des huiles spéciales, massant son ventre gonflé en murmurant des mots de guérison pour guider son esprit vers la force. Faké restait immobile, leur faisant confiance, sentant la chaleur revenir dans ses os comme un rayon de soleil après une longue tempête. Peu à peu, sa force revint, son corps frêle se remplissant, ses yeux retrouvant la lumière qu'ils avaient autrefois. Elle apprit à prendre soin d'elle, mangeant les repas nourrissants que sa mère préparait et écoutant les conseils des anciennes sur la manière de veiller sur la vie qui grandissait en elle. Elles lui apprirent à accueillir son ventre avec amour et respect, à parler doucement à son enfant à naître, à faire la paix avec le chemin qui l'avait ramené chez elle. Les mois passèrent, et enfin, le jour arriva. Sous la lumière de la lune, Faké donna naissance à un petit garçon, ses cris emplissant l'air comme un chant de nouveau départ. Les villageois se rassemblèrent, offrant bénédictions et prières pour l'avenir de l'enfant. Faké le tenait près d'elle, son petit visage rappelant tout ce qu'elle avait enduré et la promesse de tout ce qu'elle allait devenir. Elle le nomma Aod, signifiant « la joie est revenue », car il n'était pas seulement son fils, mais aussi sa rédemption. Les saisons passèrent, et Faké devint résolue à accomplir ce qu'elle avait commencé. Avec son fils dans les bras, elle se jura de retourner à l'école, cette fois avec un esprit renouvelé et un cœur empli de détermination. Ses journées étaient longues, équilibrant études et maternité, mais elle ne faiblit pas. Elle travailla sans relâche, chaque petite victoire étant un pas vers la vie dont son village avait rêvé pour elle. Les années passèrent et le dur labeur de Faké porta ses fruits. Elle devint une femme respectée, reconnue non seulement pour son intelligence, mais pour sa force et sa résilience. Lorsqu'elle revint enfin à Kui, non pas comme une âme perdue mais comme une femme qui avait surmonté ses épreuves, le village célébra. Ils honorèrent son courage et la force qu'elle avait montrée face aux difficultés, la voyant non pas comme une jeune fille qui s'était égarée, mais comme une femme qui avait appris et grandi. L'histoire de Faké devint un récit transmis de génération en génération, un rappel de l'importance du courage, de la résilience et des secondes chances. Le village, autrefois tranquille et simple, portait maintenant son histoire comme un joyau précieux, une leçon pour tous les jeunes qui, un jour, suivraient leur propre chemin. Et au fil des années, le nom de Faké fut prononcé avec fierté, car elle était devenue le symbole de leurs espoirs et de leurs rêves, un phare de la force qui vivait dans chaque cœur. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter ce que vous avez appris de ce conte et à vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Merci.